nous allons avoir une présentation en PowerPoint sur les futurs du monde. Et c'est le titre du livre que Virginie vient de sortir, va sortir, il est en précommande, c'est ça? Mais il est en train de sortir. Jean-Christophe Victor, lui, a sorti récemment plutôt un atlas sur l'Asie et l'Afrique. Vous m'aidez, Jean-Christophe? Non, ça va? Sur l'Asie. Hop, il est allumé. Voilà. Sur l'Asie, bonsoir. Sur l'Asie et qui traite justement de à la fois l'aspect géopolitique et sociologique et écologique, si j'ai bien compris. C'est ça? C'est ça. Voilà. L'EPAC, est-ce que quelqu'un connaît ce laboratoire? Ce sont des grands spécialistes de la prospective. Oui, il y en a 2 qui connaissent. À vous, Virginie. Eh bien, bonsoir. Puisqu'on parle du LEPAC, je vais vous parler un petit peu de nos travaux. On va parler l'un après l'autre, Jean-Christophe et moi. On va essayer effectivement de vous présenter notre travail, pas tellement le laboratoire, mais plutôt comment on travaille et ce qu'on cherche et éventuellement un petit peu ce qu'on trouve d'ailleurs. Donc le laboratoire, c'est un petit centre de recherche totalement privé, totalement indépendant. Enfin privé parce qu'on voulait qu'il soit totalement indépendant. Et qu'on a fondé en 1992, je crois. Et au sein duquel on a différents projets, différents programmes. Et l'un d'entre eux est plus connu, plus visible, on va dire, que les autres. C'est donc cette émission qui s'appelle Le Dessous des cartes, que Jean-Christophe a créée il y a quelques années déjà. Et puis, on a un autre gros projet qui s'appelle Les Futurs du Monde, qui est un projet de recherche prospective. Et le LEPAC fait différents types de travaux, des séminaires, de la formation, des ouvrages, des consultations, des choses comme ça. Mais surtout, l'idée du LEPAC, c'est de mettre la recherche au service de la réflexion et de la décision. Tous les jours, qu'on soit juste simple lambda, citoyen, on est parent, on est employé, on est salarié, on est dirigeant, on est membre d'une association, on est élu, on a sans arrêt des arbitrages, des décisions à faire. Et l'idée du LEPAC, c'est vraiment éclairer toutes les décisions qu'on doit faire, décisions économiques, décisions politiques, décisions sociales, décisions d'éducation. Donc c'est donner un petit peu de vision, essayer de donner de la vision pour faciliter ces arbitrages, pour éclairer les arbitrages et le débat public d'une manière générale. Voilà, ça c'est vraiment la vocation du laboratoire. Et après, comme je vous le disais, on peut le faire sous forme de séminaire, en venant dans des festivals, par une émission de télévision ou par des ouvrages. Et effectivement, il y a quelques années, j'ai sorti un premier livre de prospective et le prochain va paraître le 17 novembre, donc dans un mois, et il s'appelle 2038, les futurs du monde, comme le titre de l'intervention l'indique. Et c'est un livre qui parle du futur, ou plutôt du futur que le présent fabrique, et pas du futur tel qu'il sera. Et ça, c'est vraiment une première chose importante. On va essayer aussi Jean-Christophe et moi, on travaille beaucoup sur les idées reçues. On est tous pétris d'idées reçues. On a tous des idées reçues sur les autres, sur la société, sur l'économie, et sur le futur. Et donc, on essaye toujours de repérer ces idées reçues pour éventuellement les démonter ou les confirmer ou les infirmer. Et donc, pendant cette intervention, on va essayer de déconstruire certaines idées reçues. La première de ces idées reçues, c'est que le futur ne se prévoit pas. Eh bien, c'est une bonne idée reçue parce qu'effectivement, le futur ne se prévoit pas, ou quasiment pas. Si on regarde un petit peu les études qui ont été faites de prédiction, on va dire, en grosso modo, on se rend compte qu'il n'y en a quasiment aucune, ou très peu en tout cas, on peut avoir de la chance parfois, mais très peu qui ont réussi à annoncer, à avoir à 20 ans, 25 ans, des grandes évolutions. L'une d'entre elles est très importante, moi je trouve qu'il faut le rappeler, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas eu beaucoup de succès, c'est le Club de Rome. Les analyses du Club de Rome dans les années 70 pour dire qu'effectivement, il y avait un problème de ressources et qu'au rythme, si on poursuivait, si on conservait le même modèle économique et le même modèle de croissance,
on ne pourrait plus satisfaire les besoins mondiaux. Ils avaient raison. À l'époque, ils ont été décriés, mais voilà, ça c'était une étude prospective pour le coup, et qui tenait très bien la route. Mais en dehors de quelques exemples comme ça, ou les travaux du GIEC il y a une quinzaine d'années, en dehors de certains travaux comme ça, grosso modo, le futur ne se prévoit pas, ne se prédit pas. Très bien, dans ce cas-là, c'est un peu contradictoire avec le fait d'écrire ou d'avoir un laboratoire de prospective et de vouloir travailler sur le futur. Et donc là, moi je vais repartir au début de mon histoire avec la prospective, parce que c'est une approche finalement très personnelle. Et le début de cette histoire, c'est ça. C'est 3 enfants, mes 3 enfants. Oui, enfin, ce sont aussi les miens, hein, tout de même. Alors, nos 3 enfants. Oui, c'est aussi les tiens, oui. Violette, Barthélemy et Émile, que vous voyez sur cette photo. Et si je vous parle de nos 3 enfants, pardon, c'est pour la raison suivante. Ces 3 enfants qui sont nés évidemment dans le siècle, la plus jeune à 4 ans, le plus âgé à 9 ans, les enfants du millénaire, des enfants de la génération dite numérique. C'est des enfants qui manient l'iPhone comme moi, je manie enfin non, je manie même pas bien, très bien le stylo, mais c'est des... Voilà, hier, bon, pour donner un exemple, hier, Barthélemy, l'aîné, me dit « Maman, j'ai réussi à transférer... » Attends, comment il a dit c'est bon, j'ai réussi à transférer le patch de matière pour Minecraft. Et pourtant, je ne suis pas si mauvaise que ça en informatique. Mais là, j'avoue que c'était tout à fait mystérieux. Le deuxième, qui ne sait pas lire qu'à 5 ans, et en revanche, il sait très très bien, il est fan de la Marseillaise. Bon, personne n'est parfait. Et il arrive très très bien à repérer la Marseillaise dans YouTube, et à se repérer et à trouver d'autres choses d'ailleurs. En ce moment, c'est un peu la Marseillaise. Et moi, je trouve ça fascinant de voir ces enfants qui se s'emparent d'outils. Bien sûr, on maîtrise, on contrôle, etc. Mais c'est des enfants qui ont un accès, qui sont des auto-apprenants. Barthélemy, il a une connaissance encyclopédique, et je vous jure que ce n'est pas nous qui le gavons tous les jours, pas du tout. Il va chercher tout seul, il a besoin de transférer son patch de je ne sais pas quoi. Ah oui, en ce moment, c'est extraordinaire, il veut dessiner, il voulait faire prendre des cours de dessin. Nous, on trouvait que l'imagination, c'était bien, qu'il pouvait attendre un petit peu pour prendre des cours de dessin. Ben, c'est pas grave, il a trouvé ses tutoriels tout seul, et il fait des dessins extraordinaires grâce à ses tutoriels. Ce sont des enfants auto-apprenants. Et c'est extrêmement intéressant, mais moi, ça me fait mesurer à quel point l'écart entre leur génération et notre génération est absolument gigantesque. Et projeté en termes de futur, cet écart de 25 ans, parce qu'à 25 ans, il n'y avait quasiment pas Internet, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas les technologies mobiles. Or, mes enfants, ils manient ça tous les jours. Cet écart-là, retranscrit en termes de futur, on peut le décliner de la manière suivante. La différence entre une femme du Moyen-Âge, de mon âge, et moi, est à peu près la même différence, et était à peu près le même écart entre ma fille et moi. Pardon, je reprends. Ce que ma fille sera à mon âge, c'est à peu près ce qui nous sépare, c'est à peu près la même chose que ce qui me sépare d'une femme du Moyen-Âge. C'est absolument vertigineux. Parce que les ruptures technologiques sont telles, et la vitesse des ruptures est telle, on est en train de basculer d'un monde à l'autre, parce que finalement, j'ai très peu de points communs avec ma fille. Surtout que ma fille risque de vivre à peu près une centaine d'années, voire plus. Je ne pourrais pas le vérifier, mais enfin, en gros, c'est probable. À partir de là, je fais quoi pour éduquer ma fille, mes enfants? Qu'est-ce que je leur apprends? Ils sont auto-apprenants. Les savoirs, ils sont disponibles. Comment est-ce que je les prépare au monde de demain? Ce n'est pas en les préparant au bac que je peux les préparer à l'avenir. Comment faire? Et en plus, je sais que je ne sais pas ce que va être l'avenir. Donc voilà, ça c'est la démarche prospective. Au départ, pour moi, c'est déjà chercher à accompagner, à réfléchir et à accompagner mes enfants vers la vie qui sera la leur. Et la meilleure chose que je peux leur transmettre déjà, c'est la capacité de s'adapter. Il me semble que le b.a.-ba de l'éducation aujourd'hui, c'est apprendre à ses enfants à s'adapter. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans. Aucune idée. En revanche, on sait que ça va changer, que ça va bouger. Et donc, il faut que ces enfants soient capables d'être à l'aise dans le monde dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans.
Donc ça, c'était le premier moteur finalement de ma réflexion, de mes travaux de prospective. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on finalement, ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on peut savoir du futur. La première chose, c'est, donc je vous le disais, pas grand-chose, mais quand même, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une ère de transition. Et donc, on est dans une de ces rares époques, ça c'est assez génial, c'est assez exaltant quand même, parce qu'on présente souvent le futur comme quelque chose d'extrêmement anxiogène. Moi, je trouve ça très exaltant de savoir qu'on est en train de changer d'époque. Et dans l'histoire mondiale, il n'y a pas eu tant d'époques que ça, tant de moments que ça, où on changeait, on passait d'un monde à l'autre. Vraiment, et un monde qui n'aura rien à voir avec celui qui lui précède. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'invention de l'imprimerie, mais il y a eu très peu de moments comme ça, de rupture complète. On est dans une de ces ruptures. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette rupture-là, c'est l'homme qui la fabrique. Donc, c'est dans nos mains. C'est à nous d'inventer cette suite. C'est à nous de décider ce qu'elle doit être. La deuxième chose, le deuxième point de départ, c'est le futur ne se déroulera pas comme on l'imagine. Ça, c'est une chose dont on peut être certain. Si vous réfléchissez à Internet, si vous réfléchissez à la chute du mur de Berlin, si vous réfléchissez à la mondialisation, au 11 septembre, aujourd'hui à la révolution des technologies mobiles en Afrique, ou même Fukushima, c'était extrêmement intéressant de voir qu'on a des technologies absolument mais hyper sophistiquées. On peut faire atterrir une sonde Rosetta sur une comète, mais on n'a pas réussi à anticiper ce qu'un tsunami pouvait provoquer. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc le futur ne se prépare pas au sens prédictif. On ne peut pas. Il faut accepter cette marge d'incertitude. Le futur va se construire aussi à la rencontre de phénomènes complètement aléatoires qu'on ne maîtrise pas. Et malgré tout, troisième postulat, le futur est très dépendant des choix que nous allons faire aujourd'hui. Alors, évidemment, en termes d'environnement et de ressources, je ne sais pas si vous avez entendu cette extrêmement triste nouvelle, moi je l'ai appris aujourd'hui, que des scientifiques ont prononcé hier que la grande barrière de corail est officiellement morte. 25 millions d'années, et on a prononcé, entre guillemets, le décès, la mort de la grande barrière de corail, décidément, au large de l'Australie. Donc on est là sur le résultat d'une action humaine, pour le coup. Ce n'est pas du tout naturel. Dans ce sens-là, le futur dépend quand même beaucoup de ce qu'on engage aujourd'hui. Pareil en termes d'éducation, j'en ai parlé tout à l'heure. En matière politique, Jean-Christophe vous parlera tout à l'heure des idées reçues qu'on peut avoir sur les migrants. Et il est évident que l'accueil qu'on réserve aujourd'hui aux demandeurs d'asile venus de Syrie ou d'ailleurs fabrique de l'histoire pour dans 20 ans. Ce risque-là, justement, ce risque politique, moi je l'ai mesuré en lisant un livre que je vous recommande, il faut absolument lire ça, c'est, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Il l'a écrit en 1942, je crois, c'est-à-dire peu de temps avant de se suicider. Et dans ce livre, il fait de la prospective à l'envers, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il montre comment les intellectuels et les décideurs européens ont été complètement aveugles. Il commence à la fin du 19e siècle, si je me souviens bien, au tout début du 20e. Voilà, la charnière. Et il montre comment la Première Guerre mondiale et même la Deuxième, comment tout ça, il y avait eu des signaux. Les signaux on pouvait repérer qu'on était en train de basculer, sauf qu'on a été aveugle et sourd à ces signaux faibles. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais à quoi sommes-nous aujourd'hui aveugles? Est-ce que finalement, il n'y a pas des signaux faibles qui sont émis et qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas? Et donc, ça aussi, c'est une autre piste pour travailler sur le futur. Et savoir que donc, le futur politique s'écrit probablement aujourd'hui. Alors justement, maintenant, si le futur s'écrit à partir du présent, il s'agit de regarder le présent du point de vue du futur pour voir ce qu'on peut déjà repérer. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit le présent? Il dit des choses extrêmement contradictoires. Et d'un côté, il y a ce que raconte le film de Cyril Dion, puisque c'était le parrain de ce festival, c'est-à-dire cette multitude de projets qui voient le jour partout. Ça, c'est déjà le futur de ce qu'on appelle les transitionnistes, c'est-à-dire c'est les jardins partagés, les monnaies locales où on s'entraide pour s'entraider, qui évite de spéculer, les voitures qui, entre guillemets, se conduisent à plusieurs, partagées,
des cafés où on va réparer de vieilles machines, des crédits qui sont ici tout petits mais qui permettent de faire des grandes choses dans d'autres pays. C'est des cultures qui vont respecter les sols, la santé des consommateurs ou qui respectent les saisons. Ce sont des inventions collectives, ouvertes et gratuites. Ce sont aussi les ponts pour les hérissons et les crapauds, parce qu'enfin on mesure qu'on vit avec d'autres espèces et que la biodiversité est tout à fait indispensable. Ce sont les usines et les déchets où on transforme, enfin ce sont des usines où on transforme des déchets en énergie, des écoles où chacun apprend à son rythme. Ce sont les poissons qu'on va laisser dans la mer, ce sont le pétrole qu'on va laisser dans le sous-sol, etc., etc. Et finalement, tout ça, quand on regarde toutes ces évolutions, toutes ces initiatives, souvent locales, c'est extrêmement rassurant. On se dit, bah, tiens, le futur est bien parti. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. Et pour la mère que je suis, finalement, c'est à la fois enthousiasmant et rassurant. Le problème, c'est que le présent est double. Il y a un autre présent qui, lui, n'est pas moins vrai que celui qui est raconté dans le film de Cyril Dion, mais qui existe aussi et qui est aussi influent. Et il est sans doute peut-être à plus grande échelle, c'est un futur plus global, et en tout cas, il est moins résilient. C'est le présent qu'on voit à la télévision, dans les journaux, celui qui façonne nos visions et qui, malheureusement, façonne aussi nos idées reçues. C'est le présent des élections et de tout ce que ça engage, comme course aux voix, comme chasse aux voix. Et ce présent-là, finalement, c'est un peu le monde l'ancien monde qui est en train d'expirer, à la fois dans la violence et dans les inégalités. La violence des conflits, bon, on parle beaucoup de celui en Syrie, mais il y en a d'autres. C'est la violence des crises économiques et des crises financières. Et moi, je parle des crises financières parce que celles-là elles font aussi des millions de victimes, alors qu'elles n'ont pas de prise avec le réel. Donc, pour moi, c'est d'une très, très grande violence. La violence de l'exclusion de toute une partie de la population. Il suffit d'aller dans les rues de Paris, marcher dans Paris pour voir ce que c'est que l'exclusion. Et puis donc, je parlais des inégalités. Alors justement, je vais vous montrer toutes les diapositives que les diapositives que je vais vous montrer là, ce sont des diapositives qui sont extraites du livre à paraître. La première vous montre la pauvreté. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque si vous regardez de 1990 à 2015, on voit que le nombre de pauvres, de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans le monde a beaucoup diminué. Il passe de 1926 millions en 1990 à 836 millions en 2015, ce qui dénote une tendance à la baisse et qui se poursuit. C'est-à-dire que quand on fait quelques projections économiques, on voit que la tendance se poursuit. Et en valeur absolue, mais aussi en valeur relative, puisque vous voyez, on part d'un tiers de la population mondiale qui vivait en dessous du seuil de pauvreté en 1990 à seulement 11,4%, puisque la population, entre-temps, a beaucoup augmenté. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, donc réduction de la pauvreté, et en même temps, augmentation des inégalités. Enfin, pas toutes. Les inégalités entre les pays, qui sont ici en rouge, vous voyez, elles diminuent. Elles diminuent à partir de 1990, en gros, à partir justement de la mondialisation économique et de l'émergence de la Chine, de l'Inde, enfin des grands pays émergents, puisque la pauvreté se réduit dans ces pays et par conséquent, ça entraîne un rattrapage économique de ces pays vis-à-vis des pays développés. Et donc, on a une réduction des inégalités entre les pays. En revanche, ce qu'on voit, et si vous le regardez, c'est en bleu, c'est l'inégalité qui augmente à l'intérieur des pays, c'est-à-dire l'inégalité des revenus entre les personnes. Et là, on a une concentration qu'on n'avait jamais vue depuis plus d'un siècle, à peu près, enfin depuis un siècle, une concentration des revenus dans la main de quelques personnes, quelques individus, qui est absolument phénoménale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, les inégalités produisent quasiment plus de violence et d'instabilité que la pauvreté. Et donc, on est là. En termes de futur, si on retranscrit ces graphiques-là en termes de futur, on sent bien qu'on est quand même dans une période, entre guillemets, on prend des risques à continuer sur ces tendances-là, même si la pauvreté diminue, à continuer dans cette tendance-là, on est dans une prise de risque importante. Et puis la violence dont je parlais, c'est aussi celle du rejet, celle de la xénophobie, celle du populisme.
celle qu'on voit sur des affiches absolument infâmes dans les rues de Béziers, pour prendre un exemple très récent. C'est celle le rejet, la violence des murs barbelés qu'on construit. 1500 km de murs barbelés construits en 2015 en Europe pour empêcher le passage de personnes qui ne font jamais que fuir la guerre, en attendant que leur pays retrouve la paix. Et cette violence-là, c'est celle de la peur en réalité. La peur des autres, la peur de la différence, la peur de manquer, la peur de changer aussi, la peur de ce qui pourrait arriver. Et la peur, c'est vraiment l'inverse du futur. On ne peut pas accueillir le futur, on ne peut pas préparer le futur dans la peur. C'est quelque chose qui est parfaitement contradictoire. Et cela dit, quand on y réfléchit, si on a 15 ou 20 ans, il y a de bonnes raisons aussi d'être inquiet, de ne plus y croire, de perdre pied, entre guillemets. Il y a plein de raisons aussi d'aller chercher de mauvaises explications, ou plutôt des explications au mauvais endroit. Je pense aux mensonges, à la corruption au plus haut niveau des États, au dénigrement des personnalités politiques entre elles. Je pense au déclassement social des classes moyennes, à mesure que les inégalités augmentent, je l'ai évoqué. Je pense à la stigmatisation religieuse ou sur la base de l'identité, de l'origine. Je pense au débat politique à l'occasion d'élections où on mélange tout, les valeurs, les croyances, la foi, le plus privé, le public, les principes. Et tout ça, ça crée une énorme confusion et qui est forcément, évidemment, génératrice. Enfin, on peut se sentir perdu et je pense que quand on a 15-20 ans, c'est compliqué. Et alors, en plus, si vous ajoutez à cela le fait qu'on entend très régulièrement qu'on est trop nombreux sur la planète, on ne le démontre jamais. Vous écouterez, vous ferez attention, on ne démontre jamais pourquoi on est trop nombreux sur la planète. On l'affirme. Et de la même manière, on va dire que la mondialisation est parfaitement irréversible et que de toute façon, c'est comme l'Europe, elle prévaut sur la décision des gouvernements et sur la volonté des peuples. Ça aussi, c'est affirmé, ça n'est pas démontré, ça fait partie de ce qu'on appelle les idées reçues. Et puis de toute façon, à l'échelle des individus, on ne peut rien faire, ça dépend des politiques. Voilà. Et quand on met ça ensemble, évidemment, ça ne présage pas, pour le coup, c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, ça ne présage pas le meilleur. Et même, on pourrait s'étonner finalement que les gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans ne soient pas plus en colère ou pas plus désespérés dans une telle situation. Ils sont dans des sociétés qui sont vieillissantes, qui sont endettées, qui cultivent la peur plutôt que le désir, l'ouverture, qui privilégient la sécurité. Le mot-clé, quand même, c'est la sécurité. C'est un mot qu'on entend tous les jours dans le discours politique. Et de fait, on est dans des sociétés ultra sécuritaires. Pour reprendre un exemple très, très bête, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent à l'éducation nationale. Pour organiser un voyage, pour emmener des enfants découvrir le monde, enfin, qu'ils aillent voir un petit peu ailleurs comment c'est, mais c'est très très compliqué, c'est une usine à gaz. Tellement les conditions exigées de sécurité sont telles que ça devient très compliqué et finalement on n'emmène plus les enfants. C'est trop compliqué. Donc on est dans une société qui a perdu le goût du risque, qui a perdu le goût de l'ouverture, de la découverte, de l'audace, de la conquête. Et en plus, on est dans une société où on n'arrête pas de dire dans les publicités, partout, que finalement le bonheur c'est d'avoir, au même moment où on sait très bien que les ressources s'épuisent. Et donc, en gros, ce qu'on est en train de fabriquer, c'est des frustrations dans 20 ans. C'est-à-dire qu'une fois que les ressources s'épuiseront vraiment, encore plus, j'allais dire, qu'elles seront inaccessibles, qu'un certain nombre de biens seront inaccessibles, je vais y revenir, à partir de là, on fabrique des frustrations. Et la frustration, c'est pareil. Politiquement, c'est une source d'instabilité. Rappelez-vous, les émeutes de la faim en 2008, on était sur le résultat d'une frustration et une non-satisfaction de la demande. Et puis, et j'ajoute à cela une dernière chose. Alors, ça c'est plus pour les sociétés européennes. Pour le montrer, je vais vous montrer cette diapositive-là, qui est liée au vieillissement de nos sociétés. Ici, vous avez une pyramide des âges un petit peu particulière. Vous savez, les pyramides des âges, on met toujours en bas les plus jeunes. Enfin, elles se lisent en général du bas vers le haut, avec les classes d'âge les plus jeunes en bas et les plus âgés en haut. Et là, ce qu'on a essayé de faire, on a retranché la population de 2015 à celle de 2050, pour savoir c'est quoi la population supplémentaire entre 2015 et 2050 dans le monde. Ouais, à quel âge elle a? Qui est cette population? Et si vous regardez, donc là, c'est seulement la population supplémentaire entre 2015 et 2050. Et regardez les classes d'âge
les plus nombreuses. Ce sont les classes d'âge les plus âgées. L'augmentation de la population mondiale d'ici à 2050, c'est l'augmentation de la population âgée. Et en Europe, là c'est à l'échelle mondiale, en Europe c'est beaucoup plus accentué que ça. Donc on a un vieillissement très rapide de la population mondiale et encore plus dans certaines sociétés, en particulier en Europe. Et pour vous donner une indication, l'âge médian des votants au Royaume-Uni en 2050, c'est 53 ans. En Allemagne, 55 ans. En France, 56 ans. En Espagne, 57 ans. En Suisse, 60 ans. Je ne sais pas si vous imaginez quand, dans le débat, parce que bien sûr, on est dans des sociétés relativement endettées, où il y a contraction des budgets publics, quand il va falloir décider si on construit une nouvelle crèche ou une nouvelle université, ou alors plutôt si on, excusez-moi, c'est un peu stéréotypé, mais on rembourse la prothèse de la hanche à tout le monde, à votre avis, pourquoi les gens vont voter? Donc là aussi, il y a une vraie question sur notre système politique, pour le mettre à jour par rapport à une réalité démographique, si on veut, du moins, si on veut que les générations les plus jeunes s'y retrouvent. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour les gens qui auront à ce moment-là 20, 25, 30 ans. Donc c'est aussi ça, s'interroger sur le futur, c'est regarder la pyramide démographique et essayer de voir comment est-ce qu'on ajuste un système de gouvernance à une réalité démographique. À partir de là, comment est-ce qu'on a procédé dans l'Atlas? On essaye d'explorer les possibles. On fait une espèce de radiographie des possibles. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais on essaye de regarder à partir du présent, de la donne que je viens d'explorer, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario. Et c'est pour ça que ça s'appelle 2038 les futurs du monde, et non pas le futur, précisément parce qu'on imagine qu'il y a plusieurs futurs possibles et que c'est vraiment à nous, à chacun d'entre nous, de décider. J'essaye d'accélérer pour laisser de la place à Jean-Christophe quand même. La première chose, on va essayer dans le livre, j'ai essayé de voir un petit peu, de décortiquer, on va dire, la complexité mondiale. D'abord, c'est l'intelligence du monde, voir comment les choses sont reliées les unes entre les unes et les autres, avec les autres. L'économie, les moteurs de l'économie, finalement, qu'est-ce qui fait progresser, sur quoi s'appuie l'économie mondiale? Les aspirations, celles des classes moyennes en particulier, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de l'élévation du niveau de vie. À partir de là, vous avez évidemment une émergence énorme des classes moyennes, une très importante des classes moyennes. Et qui dit classe moyenne dit une consommation supplémentaire, et cette consommation dit prélèvement de ressources supplémentaires. Donc, vous voyez comment les choses se relient. Finalement, à partir de la réduction de la pauvreté, on arrive à une question de ressources. Donc voilà, c'est ce type de lien qu'on va essayer de faire, qu'on va essayer de cartographier dans l'ouvrage. Et puis, il y a aussi les hésitations, les blocages qu'on peut repérer. Les limites, là où on ne veut pas aller, puisque choisir le futur, c'est aussi décider de là où on ne veut pas aller. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais extrêmement frappée. Régulièrement, on entend des nouvelles. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a entendu la nouvelle qu'on avait fécondé un ovocyte à partir de 3 ADN, on va dire. Il y en a une autre en Angleterre où, en gros, on n'avait plus besoin d'un ovocyte. On a réussi à faire un embryon sans ovocyte. Enfin, on arrive avec des manipulations génétiques. Excusez-moi d'être un peu imprécise, parce que je suis en train de mélanger deux histoires. En tout cas, on est sur des manipulations génétiques qui touchent au vivant, mais au vivant, à l'homme, à la nature humaine, à l'espèce humaine. Or, il n'y a pas de règle internationale, il n'y a pas de droit international sur le sujet. Là, ça relève du droit national. Donc ça se fait en Angleterre, ça se fait en Corée en général, puisque ce sont les deux pays où les lois sont les plus libérales. Mais oui, il y a aussi le fait que les chercheurs anglais ont décidé de poursuivre les recherches sur des embryons, de manipuler des embryons au-delà de 14 semaines. Alors pour l'instant, il y avait il y avait un accord, une loi qui protégeait jusqu'à 14 semaines. Enfin, au-delà de 14 semaines, on ne pouvait plus prolonger les recherches. Eh bien, ils ont dépassé ça. Et donc, on est là sur des choses qui sont absolument déterminantes pour l'espèce humaine. Or, d'abord, on en entend très peu parler, finalement. Et surtout, on peut se poser la question, à partir du moment où ça engage l'humanité, qui décide ?
Est-ce qu'on n'est pas tous concernés finalement par le devenir de l'espèce de l'humanité, enfin par le devenir de notre espèce? Et quelles limites on pose à ça? Est-ce qu'on crée un comité éthique international? Est-ce qu'on fait une organisation mondiale de la génétique? Est-ce que voilà, ça aussi, c'est poser des limites, c'est aussi prévoir, choisir son futur, c'est aussi poser les limites. Et donc il y a toute une je l'évoquais tout à l'heure à propos de la démographie. Là, je vous l'évoque à propos d'un autre thème. Il y a tout le problème de l'échelle de la décision et de l'inadéquation de la gouvernance. On peut parler de l'environnement aussi, de toute des problématiques, que ce soit le réchauffement climatique. On voit bien aujourd'hui que ça n'a absolument... L'échelle des décisions est celle des États. Et bien sûr, chaque État va décider en fonction de son intérêt national, qui n'est pas forcément l'intérêt de l'humanité. Donc on a là des tensions extrêmement fortes en termes de gouvernance, avec des institutions qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui sont totalement inadaptées à tout ce qui s'est passé depuis, que ce soit Internet, que ce soit effectivement le réchauffement climatique, que ce soit le trafic maritime, le trafic aérien, les migrations, les réseaux. Voilà, ce sont toutes ces réalités ont complètement transformé la géographie mondiale, alors que les instances de décision et de gouvernance, elles sont toujours calquées sur une géographie physique. Et donc là, on a une contradiction extrêmement forte et qui imposerait d'être revisitée et qu'on questionne évidemment pour le futur. À partir de là, ah oui. Je vais y arriver. En fait, quand on s'intéresse au futur, on s'intéresse aussi aux raretés. Ici, vous avez une carte, par exemple, qui est liée aux captures de pêche, la diminution des captures de pêche entre 2000 et 2050 sur les côtes mondiales. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la diminution de ces captures de pêche, c'est évidemment pas parce qu'on choisit de moins pêcher, c'est simplement parce que les espèces diminuent. D'accord ? C'est lié donc à la surpêche. Et la carte, on pourrait la compléter par le reste, en gros, ce qui est en bleu, c'est quasiment partout des zones où on pêche davantage, parce que dans la mesure où certaines zones sont épuisées, on va plus loin. Le problème, c'est qu'on arrive à un épuisement total des ressources halieutiques à l'horizon, à la fin du siècle. Là aussi, il y a un vrai problème de gouvernance, puisqu'on est sur des législations qui concernent que certaines zones côtières et pas l'ensemble des océans. Et donc, on revient à la problématique, de la prise de conscience, la problématique de la gouvernance, et 3, une autre problématique très importante, c'est nos modes de vie. C'est notre prise de conscience, nous, en tant que consommateurs, et notre régime alimentaire, parce que c'est évidemment, si on capture des poissons, c'est parce que la demande de poissons augmente. Cette demande de poissons, elle émane de vous et moi. Et donc là, on entre dans le paramètre comportemental. Il y a aussi, je vais vous donner un autre exemple. Ici, ce sont des cartes où on parle du cacao, parce que figurez-vous que le chocolat est aussi en voie de... On parle beaucoup de la pêche, mais on parle beaucoup moins du cacao. Or, le cacao est en voie, entre guillemets, de raréfaction, pour plusieurs raisons. Qui ne sont pas... Il y a une augmentation très forte de la demande, bien sûr, mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que les zones, vous voyez, alors là, je ne sais pas ce qu'on voit, oui. Les zones où le cacao, il pousse qu'à une certaine altitude, avec une certaine hygrométrie. Enfin, c'est une plante extrêmement fragile, extrêmement sensible. Et avec le réchauffement climatique, on se rend compte que l'environnement dans lequel le cacao pousse, croît, les zones de culture du cacao vont se réduire énormément avec l'élévation de la température dans les régions de production. Donc là, on a une vraie problématique à laquelle s'ajoute le fait que, paradoxalement, le cacao devient rare, il devient de plus en plus cher, et pourtant, les revenus des gens qui produisent le cacao n'augmentent pas.
Et donc, de plus en plus de producteurs de cacao, simplement parce que c'est un travail extrêmement dur et très aléatoire en termes de revenus, laissent tomber la production de cacao. Donc, on a un double phénomène. On a un phénomène de rapport économique, de rapport de force et un phénomène climatique. Ça, c'est faire les liens et c'est réfléchir à quelle serait la bonne méthode pour préserver finalement la production de cacao et des producteurs de cacao. Les raretés, c'est aussi la rareté des plages à mesure qu'on consomme de plus en plus de sable pour le bâtiment. Ça, c'est pareil, c'est une problématique qu'on aborde dans l'ouvrage, qui est moins connue que la rareté du pétrole ou de certaines espèces animales. Voilà, donc derrière les raretés, il y a deux choses finalement. Il y a ce que je disais à l'instant, le mode de vie, et donc nos comportements, et notre modèle de croissance et notre système économique. Alors à propos des comportements, je vous évoquais tout à l'heure le poisson, je voudrais maintenant vous évoquer la consommation de viande. Je pense que ça a été largement abordé auparavant, donc je ne vais pas développer. Simplement, je voulais vous montrer ce graphique où on compare la surface agricole nécessaire pour nourrir un individu en termes de protéines pendant un an, si on le nourrit avec de la spiruline, du soja, du blé, etc. Vous voyez un petit peu la consommation de la surface agricole nécessaire pour consommer, si on nourrit avec du bœuf, ce qui est absolument incomparable évidemment avec le soja, le blé et a fortiori la spiruline. Mais enfin, la spiruline, c'est quand même assez particulier. Manger de la spiruline à table, c'est un peu spécial. Voilà, donc là, c'était simplement pour montrer que le rapport entre les ressources et le nombre de personnes, c'est pas tant le nombre de personnes, c'est ce que mangent ces personnes. De la même manière, c'est la façon dont vivent ces personnes. Donc je renvoie à l'idée reçue sur la Terre est surpeuplée. La Terre ne pourra pas nourrir tout le monde. Si, la Terre peut absolument nourrir tout le monde, même à 12 milliards d'habitants, on le sait. Si tous les gens se nourrissaient aujourd'hui comme au Bangladesh, c'est-à-dire un régime en gros végétarien, on mange beaucoup de lentilles et de protéines végétales, on peut déjà nourrir 11 milliards d'habitants avec la production actuelle. Si tout le monde mange la même consommation de viande que les Français, on peut nourrir 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire beaucoup moins que la population mondiale actuelle, à production égale. Donc oui, la Terre peut nourrir tout le monde. Et puis, donc, je parlais des comportements, puis ça dépend évidemment du modèle économique qu'on a résumé ici. Ici, vous avez 4 courbes. On a voulu comparer justement l'évolution de la production, l'évolution mondiale, l'évolution de la consommation mondiale, des émissions de CO2 et de la population mondiale. Et comme vous le voyez, de 1970 à 2050, avec les projections. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit ici que la consommation et la production sont très liées et que les émissions de CO2, si vous regardez le décroché, enfin la ligne des émissions de CO2, elles sont davantage liées à la production et à la consommation qu'à la population. Donc on est bien sur un problème de modèle économique et de mode qui lui-même détermine un mode de vie et l'inverse. En gros, notre système économique, ça consiste à convertir toute hausse de revenus en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources, etc. Et donc on est dans un système qui fonctionne très bien, puisqu'on a sorti quand même 1 milliard de personnes de la pauvreté depuis 20 ans. Donc de ce point de vue-là, c'est très efficace. Le seul problème, c'est que ça suppose d'avoir des ressources infinies, alors que la Terre est finie, que les ressources ne sont pas infinies, justement, et que ça se mesure après. Le résultat, c'est par exemple les émissions de CO2, enfin équivalent CO2, qu'on voit ici, et donc le réchauffement climatique qui lui-même va limiter les ressources. Donc on est de toute façon à un moment, et c'est là aussi où on est dans un moment de rupture, à un moment où il faut changer de modèle puisque ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce n'est pas que ce soit bien ou mal, c'est juste que ça ne tient pas. Et vous comprenez que même si on réduisait la population, ça ralentirait un petit peu, mais ça ne résout pas le problème. Donc l'histoire de la surpopulation mondiale sur la base du climat et sur la base de l'alimentation, que j'évoquais comme idée reçue, vous voyez que ça ne suffit pas. C'est l'explication démographique ne suffit absolument pas à aborder le futur et à trouver des solutions pour sortir précisément de cette mécanique. Alors, à partir de là, il y a un certain nombre de gens qui disent oui, mais heureusement, il y a les technologies. Grâce aux nouvelles technologies, grâce au progrès scientifique, on va trouver des solutions, on va pouvoir en sortir. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses
qui vont pouvoir être, qui progressent grâce aux nouvelles technologies. On peut citer une multitude d'exemples. Et de ce point de vue-là, c'est très encourageant parce qu'on sait que, effectivement, je pense même aux énergies renouvelables. Regardez, aujourd'hui, comme on a réussi à progresser, comme on peut produire de l'énergie, et comme cette énergie devient même compétitive en termes économiques. Donc les nouvelles technologies elles-mêmes sont productrices de beaucoup d'économies. Enfin, elles consomment de l'énergie, mais elles permettent aussi d'en économiser énormément. Donc il y a beaucoup de choses en termes technologiques qui vont apporter effectivement des solutions. Mais en même temps, la technologie, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Le progrès, c'est pas une fin en soi. Donc la technologie n'apportera de progrès que si on l'applique au bon endroit, j'allais dire, et ensuite, la technologie, c'est aussi ça. Ici, c'est un espèce de... c'est un échéancier. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran. On montre pour un certain nombre de minéraux l'épuisement des ressources en partant d'ici et en progressant jusque-là. Donc, vous voyez, et on s'est rendu compte que pour un certain nombre de technologies, je pense aux ampoules à basse consommation, par exemple, qui ont permis d'économiser beaucoup d'énergie, sauf que le métal dont on a besoin pour fabriquer ces ampoules est en voie d'épuisement et devrait être épuisé d'ici très peu de temps. Et donc, la technologie, c'est aussi... ou c'est les panneaux solaires dont on ne sait pas comment on va les recycler, etc. Donc, ça ne suffit pas en soi. C'est aussi une source on a aussi un problème d'épuisement éventuellement des ressources avec les nouvelles technologies. Tout ça pour dire que le futur, c'est donc vraiment au croisement de nos modes de vie, de nos modèles économiques, de nos géographies, de nos représentations mondiales, de nos comportements, des technologies. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et sur lequel on n'a pas tous il reste des aléas, mais sur lequel on peut agir de multiples façons. Et puis il y a les nouveaux modèles, évidemment, je parlais des modèles économiques. Heureusement, il y a des nouvelles réflexions, des nouveaux modèles. Là, on a fait un graphique... sur l'économie collaborative. Si vous regardez pour comparer 2013 et 2025, les perspectives des chiffres d'affaires de l'économie du partage et l'économie collaborative, c'est absolument phénoménal comme progression. On pourrait parler de l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, les monnaies locales, les imprimantes 3D, le système de blockchain. On évoque aussi... dans l'ouvrage, on évoque aussi la question de la mise en place du revenu de base inconditionnel, la fin du travail, l'école inversée. Il y a beaucoup de choses finalement. Il y a aujourd'hui beaucoup de pistes de réflexion qui sont innovantes, qui sont extrêmement prometteuses. Alors certains les jugent utopiques, imparfaites. Elles procèdent de différents courants politiques. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que le futur est en route, marche, se rêve, se débat, se cherche, s'invente. Entre contraintes globales et élan local. C'est un ensemble de forces et qu'on essaye de répertorier dans ce livre. Voilà, je pourrais continuer, mais je pense que maintenant c'est bien que Jean-Christophe aborde le futur et les idées reçues par une autre perspective. Donc je lui passe la parole. Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit et le compléter, je pense qu'il faut pas culpabiliser déjà. C'est inutile. On n'est plus du tout dans la phase de culpabilisation, de repentir par rapport à ce qui a été notre mode de croissance depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est inutile. On est plutôt dans le constat, un constat des problématiques, et deux, constat de chouette, le changement est possible. Moi, je le vois plutôt comme ça. De fait, il y a énormément d'opportunités et d'outils que nous n'avions pas il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le gain, l'accès, l'augmentation de l'accès à la connaissance à l'échelle mondiale par rapport à il y a 20 ans, grâce à Internet.
c'est tout à fait étonnant. L'accès à des bibliothèques gratuites, que ce soit la Library of Congress, que ce soit Gallica, c'est un accès pour des gens moins gâtés que nous, simplement par l'accès à Internet et à l'électricité. Bon, ça, c'est une nouveauté. Ensuite, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que des enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, en gros, on ne sait pas comment ils vivront et quels seront leurs emplois dans 20 ans quand ils n'auront jamais que 30 ans. Donc il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent. Quand on circule beaucoup en France ou ailleurs dans le monde, puisque j'ai cette chance-là, il y a énormément de procédés et de processus industriels novateurs. Et donc je crois que je pense qu'il faut s'efforcer de voir la bouteille à moitié pleine, ce qui n'est pas forcément très facile. C'est pas très facile parce que c'est vrai qu'il y a un processus d'accélération, et c'est vrai aussi qu'il y a quand même un écart assez grand entre ce qui est diffusé, volontairement ou pas, j'y reviendrai, par les grands médias et la réalité. Parce que c'est toujours plus simple de faire simple. Doublement. D'abord parce que ça va plus vite, et c'est vrai qu'on demande toujours de la vitesse, ou plutôt elle est utilisée, et c'est plus simple de présenter un phénomène ou un monde binaire. 1, 2, noir, blanc, jour, nuit, vérité, mensonge. Et c'est pas ça le monde. On est face à des phénomènes complexes, on est face à un monde complexe, on est face à des relations complexes, et c'est ça qui rend les choses passionnantes, porteuses. Finalement, la simplicité, c'est, j'allais dire, c'est un rêve négatif, ça n'existe pas, la simplicité. Ni dans la psychologie, ni dans la relation humaine, ni dans les processus, ni dans l'histoire. Or, on est constamment, j'allais dire, confronté, qui est un terme un peu fort, à un système d'acquisition de l'information qui est binaire. Je pense que donc ça déforme la réalité qui, elle, est complexe. Et grâce à ce fait-là, elle est, j'allais dire, de plus en plus intéressante. En plus, je suis content parce que tu ne l'as pas évoqué, mais je sais que c'est aussi dans le livre, il y a tout de même, et j'insiste sur le tout de même, une dimension morale. Il y a une dimension morale qui est assez absente, pour prendre une litote. Une dimension morale et une dimension éthique. Et je pense que c'est l'une des choses dont aujourd'hui la planète, vous évoquiez, madame, tout à l'heure, les questions de gouvernance, il ne faut pas confondre l'éthique, la morale et l'avancée des lois et des juridictions internationales. Ce sont des choses assez différentes. Or, aujourd'hui, il y a un déficit, un manque, ça dépend des gens, mais en tout cas un déficit de l'approche éthique et par voie de conséquence morale. Or, elle est importante. Je vais vous donner un exemple. Au début, en souriant, on évoquait le fait qu'on a, par chance, 3 enfants petits, tout petits. Pas des petits-enfants, hein, des enfants petits. Qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants, comme tu l'évoquais au début? Tu sais, pour moi, c'était bien, hein, mais pour vous, ça va être très dur. Non. Non. D'abord, ce n'est pas forcément vrai. Ensuite, pourquoi est-ce que les générations qui viennent feraient moins bien que notre génération, et même que la mienne, une génération particulièrement gâtée? Et ensuite, moralement, on n'a pas le droit. On n'a doublement pas le droit. 1, d'abord parce qu'on n'a pas le choix. Et 2, parce qu'il faut porter. Il faut les élever dans les 2 sens du terme. Les élever, bien sûr, les éduquer, et les élever moralement. J'ai un fils qui a un peu plus de 20 ans. Je ne vais pas lui dire, tu sais, pour ta génération, ça va être beaucoup plus dur, le monde est beaucoup plus risqué, etc. Non, je ne lui dis pas ça. D'abord parce que, je me répète, je trouve que je n'ai pas le droit. Et ensuite, c'est inutile. Et enfin, ce n'est pas forcément la réalité, là aussi.
Donc ceci pour compléter ton propos, revenir sur les systèmes d'acquisition de l'information. Moi, j'ai vraiment changé de système d'acquisition de l'information il y a maintenant plusieurs années, 5-6 ans. J'ai commencé à me sentir mal vers 2008-2009 et je n'arrivais pas trop à comprendre pourquoi. Et en fait, je pense que c'était lié au fait que, effectivement, il y avait une sorte de binarisation de l'information. Et donc, j'ai décidé, on a décidé, grâce à Internet, finalement, on acquiert exactement ce qu'on veut comme information. D'abord, déjà, on peut limiter les commentaires. Pardon, c'est très immodeste ce que je vais dire, mais les commentaires, j'en ai plus besoin. Ça fait pas mal d'années que j'en ai plus besoin. Je me les fais moi-même sur telle ou telle, sauf sur des questions difficiles. Hein, attention, les nanotechnologies, la génétique, la finance. Si, j'ai besoin de commentaires parce qu'on ne peut pas être multicompétent. Et à partir de ce moment-là, quand on acquiert son propre système d'information, on relativise beaucoup mieux. J'allais dire de façon ordinaire, on se calme. On se calme. Et donc, ça aide, je crois, à réfléchir et, si possible, à faire des choix. Et alors, justement, on avait eu l'idée de parler des idées reçues. Donc, on va prendre 2-3 exemples. Puis, on avait convenu qu'on ne serait pas d'accord, ce qui arrive étant mieux souvent. Mais prenons par exemple, l'autre jour, j'étais à la réunion des conseillers du commerce extérieur et il m'est demandé, alors finalement, est-ce qu'on est dans un monde plus sûr ou un monde moins sûr? Et j'ai répondu, les deux. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'on est dans un monde moins sûr qu'en 2005, il y a une dizaine d'années. Parce que finalement les éléments au Moyen-Orient n'arrivent pas à être maîtrisés bien avant l'arrivée de l'État islamique, parce qu'on a des gens soit timbrés, soit irrationnels, excusez-moi, en Corée du Nord, et ils sont irrationnels même pour les dirigeants chinois, hein, ce qui rend les choses très compliquées. La finance, on en a parlé, hein. Et on est effectivement peut-être face à une nouvelle crise qui pourrait survenir en 2017. Donc, de ce point de vue-là, oui, le monde est moins sûr. Et je pense que c'est parallèle au fait qu'il est plus sûr qu'avant. Il est plus sûr qu'avant pour quelques éléments rapides. Je l'ai évoqué, l'augmentation, la multiplication de l'accès à la connaissance. Ça, c'est un changement important grâce à l'outil que vous connaissez. L'augmentation de la scolarisation à l'échelle globale, et y compris la scolarisation des fillettes, ce qui est un avantage plus important que la scolarisation des petits garçons. Parce que les fillettes, après, elles deviennent femmes, et donc à ce moment-là, elles sont en capacité de décider, si possible, avec qui elles se marient, quand elles se marient, et quand elles font des enfants, et combien d'enfants. Et ensuite, elles envoient leurs enfants à l'école. Donc c'est, entre guillemets, plus rentable d'envoyer des fillettes à l'école que des petits garçons. Bon, ça aussi, c'est un accès. Ensuite, vous avez plus de médecins par 1000 habitants qu'il y a une vingtaine d'années. Ensuite, vous avez un monde, globalement, au PIB, plus riche qu'au moment qu'il y a en 1990. Virginie l'a évoqué tout à l'heure, le monde est plus riche. Et cette richesse, elle vient d'où? Elle vient de l'Asie. Hein, les taux de croissance sont de 4 à 8, 9% depuis 15-20 ans, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ni même de l'Europe. Donc ces taux de croissance, à la fois durables et très importants, ont créé de la richesse, changement du pouvoir d'achat, créé des classes moyennes, et réduit le nombre de pauvres. Donc ça, c'est aussi un avantage. Mais en même temps, le gros problème, c'est l'augmentation des inégalités. Vous savez, tous les ans, au mois de janvier, quand il y a le World Forum à Davos, ils publient le Global Risk Report, le rapport sur les risques globaux. Et en 2016, les trois premiers, c'était la dette, les inégalités, le climat.
Alors, dans l'ordre, merci, les inégalités, la dette, le changement climatique. Et donc, je pense que comment sortir des idées reçues, comment sortir des clichés. Donc, si vous voulez, on peut passer au débat maintenant, aux questions. Ça, c'était un premier exemple. Je peux aussi vous parler du pétrole, par exemple. Alors, il y a plus de pétrole, il y a moins de pétrole. On va continuer à l'utiliser dans 20 ans, moins. Là aussi, c'est les deux. C'est les deux. Il y a objectivement, si vous voulez, en termes de réserves et de ressources, de moins en moins de pétrole. Hein. On a atteint le fameux peak oil, c'est-à-dire le moment de l'apogée de disponibilité. Mais comme la demande continue à augmenter, forcément, ça fait un effet de ciseau. Donc, il y en a de moins en moins. En plus, la demande, elle reste très importante en Asie, un peu moins sur le continent africain et un petit peu moins dans les pays, je déteste le terme d'Occident, mais les pays, on va dire, de l'OCDE, si vous voulez. Et puis, l'histoire, vous savez, de la conscience du changement climatique et de ses conséquences, ça, c'est une question que je suis depuis vraiment très longtemps. Les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Si on avait cet échange en 2006, le niveau de conscience n'était pas du tout celui-là. Et donc, il y a des processus de transformation, de transition. Alors, une transition, c'est long, une transition. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai en tête 1990-2040. Ça fait 50 ans. Ça fait un demi-siècle. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Bon, mais en même temps, il y a des pétroliers qui disent, mais pas du tout. Quand l'Irak sera stabilisé, nous aurons accès à des réserves pétrolières qui, pour le moment, ne sont pas exploitées, explorées, exploitées, transférables, exportables. C'est vrai. Vous avez les sables bitumineux, ce n'est pas les gaz de schiste, hein, les gaz de roche-mère, c'est les sables bitumineux. Vous en avez encore quand même beaucoup dans l'Alberta, mais les Canadiens ont changé de gouvernement. Vous en avez dans l'Orénoque, au Venezuela. Donc là, il y a encore des réserves. Et comme tu le disais, on peut aussi les laisser dans le sous-sol, dans l'Arctique. L'Arctique est une question que je suis depuis longtemps. Dans les années, il y a une dizaine d'années, huitaine d'années, moi j'ai lu dans les journaux anglais, français, c'est le nouvel Moyen-Orient. 19% des réserves mondiales seraient dans l'Arctique. Alors quand on recoupe avec beaucoup de rigueur les chiffres, on s'aperçoit que les chiffres sont contradictoires, pour ne pas dire fantaisistes. Est-ce que c'est 19%? Est-ce que c'est 12%? Est-ce que c'est 9%? Moi, j'ai trouvé tous ces chiffres-là. Ensuite, oui, vous avez eu des investissements dans l'exploration, dans l'Arctique, hein, au large du Canada, au large de l'Alaska, péninsule de Mourmansk, l'ouest du Groenland, oui, c'est ça, pas tellement l'est. Et puis là, on s'aperçoit depuis 3 ans que les compagnies arrêtent. Elles arrêtent leur exploration et je ne parle même pas de leur exploitation. Pourquoi ? La première raison, la deuxième raison, c'est la sécurité. Il y a des compagnies qui estiment que la sécurité humaine et la sécurité environnementale ne peut pas être assurée dans l'Arctique, qui est quand même une région absolument épouvantable sur le plan climatique. Et puis la deuxième raison, c'est le prix du baril de pétrole. Les calculs de coût d'exploration étaient valides avec un baril à $100, $110, pas à 40, 50. Et donc, vous avez des compagnies comme Cairn, comme Total, pour la péninsule de Mourmansk, qui se retirent. Energy Corp aussi. Donc voilà, vous voyez, sur les idées reçues, on peut montrer que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on reçoit et de l'importance de voir la bouteille à moitié pleine. Vous m'aviez mentionné tout à l'heure un regard sur les migrants, ou peut-être c'est Virginie qui m'avait parlé de vous. Vous voulez nous développer ça ? Les idées reçues sur les migrants. Oui, sur les migrants. Les conséquences de la façon dont nous accueillons les migrants sur le futur. Bon, alors je pense qu'il faut être extrêmement précis sur les migrants. Et je vais vous donner
deux exemples. Le premier, c'est quand, là aussi, vous lisez par exemple les rapports de l'OCDE avec l'évolution des taux de croissance des pays au fil des années. Tous les rapports de l'OCDE, ou de la Banque mondiale d'ailleurs, disent que plus il y a d'immigration, plus le taux de croissance augmente. Alors il y a un exemple tout à fait récent qui date de janvier 2016, c'est la révision du taux de croissance à la hausse de la Suède. En janvier, les économistes suédois n'ont pas du tout compris pourquoi ils étaient passés à 4,5% de croissance en 2015. Et donc, ils ont évidemment mouliné pas mal de statistiques. Et en fait, la raison est assez simple. C'est que la Suède, en proportion de population, est le pays qui est le deuxième à avoir accueilli le plus de migrants en 2014 et en 2015. Et ça a boosté la croissance de deux manières. D'abord parce que les migrants dépensent de l'argent. Et que deuxièmement, les États qui prennent une décision politique positive mettent de l'argent, investissent, ce qui évidemment dynamise l'économie et satisfait plutôt les commerçants. Donc sur le plan économique, non seulement ce n'est pas un mauvais calcul, mais c'est un bon calcul. Deuxièmement, je ne sais pas si vous êtes au courant des niveaux moyens d'indice de fécondité en Union européenne. Ils sont assez bons en Irlande et en France. Le bon indice de fécondité, c'est 2,1, moyen par femme pour le renouvellement des générations, à peu près. Alors, ces indices sont bons dans deux pays. Enfin, trois, hein, avec un petit peu la Finlande, mais et encore. L'Irlande, la France et la Finlande. On est autour de 2, hein, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais les autres pays de l'Union européenne sont à 1,3, 1,4. L'Allemagne est à 1,4. Donc les gens vieillissent plus qu'on ne fait des enfants. Idem en Tchéquie, à 1,6, en Pologne, en Italie, en Espagne, ce qui est assez étonnant pour des vieux pays catholiques. Et donc globalement, on a un indice de fécondité moyen à l'échelle de l'Union européenne qui n'a pas du tout le dynamisme ni de l'Asie, bien entendu, ni même des États-Unis. Donc si on fait un calcul sur l'avenir de la démographie européenne, il faut compléter le solde naturel par le solde migratoire. Simplement, je ne sais pas si vous avez observé, voilà, typiquement des choses qu'on ne débat jamais au Parlement français. Est-ce qu'on a des débats sur la démographie européenne et française dans 10 ou 20 ans? Non, parce que c'est complètement pris en otage par, disons, les politiques. Ensuite, on confond souvent les termes, parce que là aussi, c'est beaucoup plus simple de faire 1, 2 de façon binaire. Je vais vous donner quelques définitions que j'ai fait exprès d'éditer, enfin d'imprimer, pour éviter la confusion. Alors d'abord, un sans-papier. Un sans-papier, ça désigne les personnes présentes en France sans en avoir le droit, donc de manière irrégulière. Donc, par définition, on ne sait pas combien ils sont sur le territoire. Et ils n'ont pas le droit d'y être. Ça, c'est les sans-papiers. Ensuite, un étranger, il peut être né en France, alors qu'un immigré est forcément né à l'étranger. Donc un étranger peut être né en France. Et s'il demande l'acquisition de la nationalité française, à ce moment-là, se pose la question de nationalité et séjour. On peut vivre en France pour des raisons familiales, économiques, professionnelles, scolaires, humanitaires, sans posséder la nationalité française. Et alors, au bout d'un moment, on peut ou non faire la demande. OK ? Donc, à partir de ce moment-là, on devient un demandeur d'asile. Si, un demandeur d'asile, tout étranger peut demander une protection à la France. Tant que la procédure est en cours, il est demandeur d'asile. S'il l'obtient, il passe sous le statut de réfugié. Les minima sociaux, il y a 9 minima sociaux différents en France et qui s'appliquent avec
une certaine rigueur à tout le monde dans le calcul. Cette rigueur s'applique également aux immigrés, étrangers, demandeurs d'asile, réfugiés. Bon. Donc je pense qu'il faut être extrêmement précis. Si vous voulez, je vous donnerai la référence de mon papier, parce que c'est très technique. Mais là aussi, au fond, là, je suis en train de faire une campagne politique, vous voyez. Il faut être très précis. Et puis la dernière chose, et puis après je m'arrête, avec un indice de fécondité de 1,4 en Allemagne, pourquoi croyez-vous que la chancelière Merkel a accepté de faire venir 1 million de personnes d'Afrique et surtout du Moyen-Orient, avec les difficultés qu'on connaît, hein, les rejets qu'on connaît. Mais c'est aussi parce que dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans, que ce sera bon pour la démographie de l'Allemagne. Donc, si vous voulez, il y a un calcul, une réflexion, et je reviens là-dessus, une dimension morale. Une dimension morale. Moi, je suis scandalisé qu'on puisse dire en Hongrie, nous, on prend 100 personnes, et s'ils sont chrétiens. Moi, ça me scandalise. Parce que l'Union européenne, moi, ce que j'avais compris, je n'avais pas compris que c'était un club de gens riches, blancs et chrétiens. Moi, je n'avais pas compris ça. Ce n'est pas mon projet politique européen. Donc voilà, tout ceci pour, comment dire, alimenter l'idée que le monde est complexe, qu'il y a des dimensions éthiques et que l'on ne peut pas aborder les choses de façon binaire. Avez-vous des réactions, des questions pour approfondir, pour prolonger? Oui, parce que ça crée du débat, toujours ces questions-là, parce que c'est ni simple dans les deux sens du terme, d'ailleurs. C'est ni simple techniquement, ni simple politiquement. Nous avons quelqu'un tout en haut, tout en haut, tout en haut. Vous pouvez lever. Voilà. Coucou. Bonsoir. En fait, moi, je suis très positive sur notre avenir et je pense qu'on va avoir une grosse prise de conscience. Donc, je vais avoir 30 ans et quand je dis ça à mes amis, ils me disent tous que l'avenir, ça sera une révolution, enfin tous, une grande partie. Et donc, moi, je leur dis, mais non, il ne faut pas passer par la violence. J'essaye de les convaincre et j'aimerais savoir votre avis sur les personnes entre 20 et 30 ans qui vous disent mais les changements que toi tu veux, que les autres veulent, c'est bien, mais les pouvoirs publics ne vont pas suivre, donc il y aura forcément une révolution. Qu'est-ce que vous en pensez du fait de votre analyse, entre guillemets, du futur ? Non, mais c'est super intéressant et comme d'habitude, je n'ai pas de réponse binaire. C'est d'autant plus intéressant qu'on travaille dans notre équipe, on est les deux vieux, puisque toute l'équipe a entre 20 et 30 ans. Et c'est ça qui est passionnant, précisément. On se rend compte de temps en temps, finalement, qu'on n'est pas si vieux que ça, puis à d'autres moments, que les vieux ne sont pas ce qu'on croit, et à d'autres moments encore, surtout qu'on n'est pas imprégné de la même histoire. Et qu'à partir du moment où on n'est pas imprégné de la même histoire, la perception, le rapport au pouvoir, le rapport au progrès, le rapport au futur, etc., est différent. Et le rapport à ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle. C'est vrai qu'il y a le discours... Moi, je suis frappée par le fait que, et je suis gagnée par ça aussi, la perte de crédibilité du politique. Le politique a perdu énormément de légitimité. Et c'est très, très, très embêtant. C'est vraiment très embêtant, puisque le principe de base, c'est quand même on délègue, on choisit des gens et on leur délègue le fait d'avoir une vision au service d'un projet et pour le bien de tous. Et de fait, ils ont vraiment bien échoué. Et donc la perte de légitimité, elle n'est pas née comme ça, c'est pas Internet, c'est pas ça. Elle est née effectivement des politiques eux-mêmes. Il y a eu un virage à partir des années 2000 et il y a une perte de légitimité considérable de la classe politique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, la question, elle est là. Est-ce qu'on fait la révolution ou est-ce qu'on continue d'agir dans un cadre démocratique qui, de toute façon, ne fonctionne pas bien, qui fonctionnera de moins en moins bien à mesure que les gens vieillissent ? C'est une vraie question. Alors, il y a plusieurs types de réponses. Nous, on en a choisi plusieurs en même temps. C'est pour ça que j'ai du mal à vous faire une réponse. Je vais vous donner 2-3 exemples. En termes d'éducation,
on s'est retrouvé avec un de nos enfants qui était dans une grande difficulté dans l'apprentissage, parce qu'il n'est pas fait sur le moule habituel. Qu'est-ce qu'on fait? L'école, on ne trouvait pas d'école pour lui, enfin il n'était pas tout à fait adapté, il aurait été surtout très malheureux dans l'école classique, et puis je pense qu'il aurait en plus gêné les autres enfants de sa classe. Donc il faut trouver une solution. C'est un enfant de 7 ans à l'époque, aujourd'hui. Même pas. Donc on se retrouve dans cette situation, et bien on dit très bien, on va se prendre en main, puis on va la créer l'école. Puisque, donc il y a une attitude qui est, on entreprend. On n'attend pas, c'est pas la peine d'attendre des hommes politiques, de l'éducation nationale, qu'elle s'adapte à chacun d'entre nous, et c'est pas possible de toute façon. Donc il y a un moment où on se re-responsabilise. Et donc ça, c'est une première forme de réponse. Donc on a créé une école avec deux, trois autres personnes, et une école maintenant où il y a 50 enfants, et ça marche très bien, c'est absolument génial, avec des méthodes pédagogiques de type Montessori. Enfin bon. Ça, c'est une première type de réponse. Il y a la deuxième type de réponse qui est effectivement, on met tout par terre. Mais le fait de mettre tout par terre, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on perd beaucoup de gens. Et moi, je continue de croire que la meilleure façon d'évoluer, c'est d'avoir un projet, de s'accorder sur un projet. Je pense qu'on a vraiment un déficit de projet. Donc, le problème de notre école, parce que ça a aussi une limite, c'est que si chacun fait son petit truc dans son coin, c'est formidable, mais on reste sur des effets de niche et on ne fait pas, il n'y a plus de projet collectif. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, pour moi la vraie question elle est là, c'est comment est-ce qu'on formule, par quels outils on formule un projet commun qui s'appelle le projet d'une société et comment on le fait avancer ensemble. Et là, on est en déficit d'outils pour le coup. À partir du moment où les politiques ne jouent plus le rôle qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on fait? Et là, pour le coup, j'ai une interrogation, et c'est une recherche, et c'est une super question. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouvais que c'était assez intéressant ce qui s'est passé sur la place de la République. Les Nuits debout. Voilà, Nuits debout. Mais pas encore suffisant, parce que Nuits debout, c'était très circonscrit comme type de population d'une certaine manière, géographiquement, etc. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut absolument travailler, moi je trouve dans le débat public, et pour l'instant, ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais quel projet, on veut aller où, ensemble, et en faisant quoi ensemble? Et la difficulté, elle est là. Alors, je ne suis pas certaine que ça soit la révolution qui permette d'y arriver, mais je me trompe peut-être. Hein. Je pense en revanche qu'il faut absolument que les gens se réapproprient leur rôle, que chacun se réapproprie son rôle à jouer dans ce projet. Pour moi, il y a une espèce, il y a vraiment ça. C'est plus la peine d'attendre. C'est pas la peine de dire, de toute façon, c'est les politiques, de toute façon, ça marche plus ça. Donc, reformuler un projet et reprendre sa part dans ce projet. Pour moi, c'est vraiment... Et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire autour de nous. Et voilà, je n'ai pas plus de réponses que ça. C'est insuffisant, c'est imprécis, mais parce que c'est central comme question. C'est absolument central. Mais pour compléter et tenter non pas de répondre, parce que c'est très difficile, votre question, c'est très central. Ne confondons pas personnel politique, gouvernement et institutions. On n'est pas en 1787, ni même en 1788. La France est un vieux pays, une moyenne grande économie, avec des institutions stables. Et donc, il ne faut pas confondre ces institutions avec le personnel politique, même si il les a partiellement dévoyées, si vous voulez. Donc, faire la révolution, d'abord, sous quelle forme ? Parce que dans révolution, il y a une confrontation physique, voire militaire, si vous voulez. Donc, on n'est pas aux Philippines et on n'est pas en 1787, si vous voulez. Ensuite, rien. Ensuite, la réponse n'est pas simple. C'est pour ça que j'adhère. Ensuite, l'éducation. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'adhère à ça. Alors moi, et le projet, ça suppose une reprise de confiance en soi. Moi, je dis toujours, soit aux adultes, soit quand je parle à des jeunes, en disant, vous savez beaucoup plus de choses que ce que vous croyez que vous savez. Vous pouvez beaucoup plus de choses que ce que vous croyez que vous pouvez. Donc, il faut une reprise de confiance. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez la gentillesse de nous poser la question. C'est comme ça que je le vois et comme tu le vois. Moi, je vais dire au nom du Festival Atmosphère, les choses, il y a quand même des pistes, il y a quand même des choses qu'on entend au niveau projet, je suis tout à fait d'accord.
avec ce que vous mentionnez, Virginie, mais il y a un besoin de réconciliation avec, je veux dire, la biosphère, le vivant, la nature. Je crois que peu de gens ne sont pas d'accord avec ça. Il y a un problème. Il y a un problème dans la relation de l'humain avec la nature à laquelle l'humain appartient. Et l'humain a cru qu'il n'appartenait pas à la nature et que c'était la nature qui lui appartenait, en gros. Donc là, il y a un problème à résoudre. Ça, c'est clair. Et je crois que la plupart des gens sont d'accord et en ont envie. Une autre chose que je vois et que nous voyons, nous sommes à la 6e édition du festival et qu'on entend en fil rouge comme ça ou de façon transversale, c'est un besoin, et c'est même pas un besoin, ça se fait, c'est coopération, communication, co-création, envie d'être ensemble, de rencontrer, de partager, etc. C'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau des populations, ce n'est pas les politiques qui nous disent ça. Il y a quand même des grandes tendances et des grandes envies. Moi, personnellement, je préfère, plutôt que de parler de révolution, parler d'évolution. Évolution, mais une évolution qui serait désirable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de désir pour l'instant quand on pense au futur. Quand je dis désir, il y a peu de futurs appétissants. En fait, ils existent, mais ils sont. Le problème, c'est aussi ce qu'on donne à voir et à entendre. Là, c'est là où on revient au problème de l'acquisition de l'information. Si demain, le film Demain a eu un tel succès, c'est parce que tout d'un coup, les gens ont découvert, c'est possible, c'était réconfortant, c'était rassurant. Mais sauf que ça existe, et puis depuis un certain temps déjà, c'est pas foncièrement nouveau. Le problème, c'est que ça n'est pas relayé. Pas assez. C'est ça qui est intéressant c'est ce qui est très intéressant avec le film de Cyril. Il était là hier avec nous. Il a gagné un César. Et il est relayé. Extraordinaire. Oui, alors mais lui est relayé dans ce que je veux dire par là, dans la marginalité. Et puis hop, c'est en train de devenir... Si vous prenez le journal Les Quotidiens aujourd'hui, on va vous faire peur plus facilement qu'on va vous réconforter. Les mauvaises nouvelles vendent mieux que les bonnes nouvelles. Ça, c'est pas nouveau. Ça s'amplifie. On vend beaucoup plus avec l'insécurité. Et regarde, si les hommes politiques s'emparent de l'insécurité comme thème, c'est pas par hasard. C'est parce que ça marche mieux qu'annoncer des. Voilà. Il y a vraiment. On est tombé dans un fonctionnement de l'information qui est très anxiogène. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit mais le monde, c'est pas ça. Le monde, il y a plein de choses belles. Et les gens disent ah ouais, génial. Et donc, c'est un succès fou. Mais pour l'instant, ça reste dans une niche. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, dans le projet politique... Écoutez, il y a eu un débat sur la primaire il y a 3 jours. Pas une seule question sur l'écologie en 2 heures. Oui, non, mais c'est important. Ce qui montre bien oui. que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le système politique ne représente pas du tout, ne tient plus son rôle. Ils étaient interrogés par des journalistes. Ils étaient interrogés par des journalistes. Qui en plus, à mon avis, étaient des bons journalistes. Oui. Il y a un autre thème intéressant que nous avons vu beaucoup au fil des années, à travers les films du monde entier, que vous avez sans doute vu notre programme, très riche et très beau, vraiment toujours. Un fil que j'ai vu sortir il y a quelques années qui m'a sidéré, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Le devoir de désobéissance civile. De la part, pas du tout de babacool, avec des plumes dans le derrière, etc. De gens, costume, cravate, très très sérieux, qui ont toujours été sages et qui ont toujours fait tout ce qu'on leur avait dit de faire et qui aujourd'hui disent « Ah non, aujourd'hui, nous avons le devoir de désobéir ». Extraordinaire. Il y a des médecins, là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, les médecins en Espagne qui soignent les sans-papiers, précisément, qui ont décidé parce que c'est interdit, c'est comme en France, abriter des sans-papiers, et qui ont choisi et qui ont fait serment, collectivement, de soigner les gens qu'ils n'ont pas le droit de soigner, précisément en désobéissance civile. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Évidemment, ils sont très populaires. Et je me souviens même d'une discussion, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Christophe, de hauts fonctionnaires en France. Ça va être très choquant, enfin provoquant en tout cas ce qu'on va dire, mais qui à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, disait finalement, ça ne serait pas plus mal que le Front National passe aux élections, parce que là, enfin, on pourrait entrer en désobéissance civile, et là, on rejoint l'idée de révolution. Oui, mais là, on est encore dans une logique de violence sous une forme ou sous une autre. La désobéissance. Si, je veux dire, beaucoup de gens qui disent il faudrait qu'on ait le FN pour pouvoir réagir et pour pouvoir vraiment nous rebeller, etc.
On a vu, Cyril nous l'a cité hier, l'Islande. La révolution islandaise, extraordinaire, mademoiselle ou madame. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Islande? Ah, c'est très, très passionnant. Hein. Je crois qu'il en parle dans le film demain. On est sur une population très spécifique, un pays très spécifique. Ça représente le 15e arrondissement de Paris. Hein. Oui, c'est une petite population. Et puis, très homogène en termes ethniques, etc. etc. Donc je pense que c'est reproductible dans une région française quasiment, si vous voulez. Mais là, on est sur une problématique en France ou en Allemagne, on est sur des problématiques qui sont malheureusement, entre guillemets, le malheureusement est plus complexe. C'est la complexité que je regrette parce que c'est pas la diversité évidemment qu'on a dans notre pays. Mais je pense qu'il y a des tas de choses dont on peut s'inspirer en Finlande aussi, extrêmement intéressant. Ce qui se passe en Finlande aujourd'hui, c'est à observer, c'est plein d'enseignements. Malheureusement, on est sur des cas de figure ou des populations qui sont très spécifiques. Oui, mais ça existe. L'Islande a su éviter l'écueil de la violence. Ils auraient pu. Hein, il y avait un gros enjeu. Je suis désolée, on ne va pas rentrer là-dedans. C'était juste pour donner les pistes que je vois surgir à travers notre festival et à travers le cinéma mondial. Ça fait longtemps que vous êtes là, que nous sommes là. Je vois une main levée. Nous allons peut-être bientôt quand même nous quitter. Monsieur ? Bonjour. Tout d'abord, on adore vos DVD à la maison, donc on les regarde en boucle. Là, mon fils qui fait de la géographie notamment, il n'osera pas venir vous voir, mais c'est pour ça que je le dis exprès. Je voulais juste rajouter quelque chose. Vous avez dit, pour moi, un truc qui je cogite beaucoup, qui est, je crois, le plus important, c'est que l'avenir va passer par les femmes. Et je me souviens d'avoir lu un article très intéressant sur des Coréens et des Japonais qui étaient venus visiter la France et la Suède, qui s'en sort pas trop mal aussi au niveau de natalité. Ils étaient venus, ils avaient dit, bon, attendez, expliquez-nous, c'est parce que vous donnez beaucoup d'argent, que vous avez des crèches, vous avez tout ça. Et puis une des réponses, elle leur dit, ah, bah, écoutez, la première chose qu'il faut, c'est le plus possible l'égalité homme-femme. Et là, les Coréens et les Japonais se sont dit, ouh, alors là, on a énormément de travail. Et je crois que c'est l'explication de la différence, notamment qu'on a entre l'Allemagne et la France, où on a, dès qu'une femme a un enfant, elle arrête de travailler. Souvent en Allemagne, j'ai plein d'exemples. Et on a cette différence, parce qu'on ne peut pas comprendre sinon pourquoi l'Allemagne est à 1,4 et nous on est à 2. C'est un pays riche, c'est un pays développé, il y a tout. La différence, elle se fait là. Et ensuite, une dernière chose que je voudrais dire, je ne sais pas si les gens ici ont entendu l'extraordinaire discours de Michelle Obama à propos de Trump. J'en dis extraordinaire. Pour moi, ça, je sais pas, c'est bluffant. Je pense que c'est structurant. Et je me dis que ce discours-là, et j'espère que, là on va faire un peu de prospective, que Trump va être archi-battu. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui arrive là maintenant aux États-Unis. On va voir ce qui va se passer pour nos élections. Et ensuite, peut-être aussi, j'espère en Russie, qu'après un certain temps, on va avoir des évolutions politiques. Et puis peut-être la Chine plus tard. Donc qu'est-ce que vous pensez à propos de, si vous avez quelque chose à dire sur ce discours que je crois structurant pour l'Amérique de Michelle Obama? Et est-ce que ce sera peut-être la prochaine présidente des États-Unis dans quelques temps? Écoutez, je pense que la réponse à la question que vous posez est contenue dans votre question. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que les Coréens, je parle de ceux du Sud et du Japon, c'est drôle, j'étais au Japon la semaine dernière, ont un énorme problème, enfin, le terme problème est un jugement de valeur, excusez-moi, mais ont une problématique relation homme-femme et dans le travail et dans la vision, si vous voulez. C'est vrai pour la Corée du Sud, c'est vrai pour le Japon. Donc voilà. Les choses vont évoluer aussi. Il y a d'autres paramètres de changement. Je prends le cas du Japon. Le Japon est le pays où le vieillissement est le plus avancé et où le solde démographique, ils perdent déjà une population. Hein. Ils ont un solde naturel négatif. Et comme ils recourent pour l'instant, ils sont en train de changer, mais ils recourent pour l'instant très peu à l'immigration, pour des raisons culturelles, historiques, anciennes. Le seul moyen qu'ils avaient de maintenir leur compétitivité économique et de prendre en charge les personnes plus âgées, c'était de remettre les femmes au travail. À partir du moment où les femmes travaillent, les rapports sociaux vont évoluer. Et donc, on a là... le vieillissement du Japon est un germe de changement dans les rapports hommes-femmes assez important. La première chose que je voulais dire... Il y a plus de femmes au Japon qui travaillent qu'il y a 10 ans. Il y avait très peu de femmes qui travaillaient. Et maintenant, petit à petit, économiquement, elles sont incitées
à travailler, et elles sont incitées, y compris par des politiques familiales, la mise en place de politiques familiales, d'accueil des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, mais ça ne marche pas à tous les coups. En Allemagne, rappelez-vous de cette ministre avec les... Je ne me rappelle plus de son nom, c'est pour ça que je vais citer juste ces 13 blondes, là, qui était venue en France, parce qu'elle s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait faire des enfants aux Allemands, puisqu'effectivement, il y a un taux de... Et ils ont essayé de mettre en place la politique familiale française. Ça n'a absolument pas marché. Absolument pas marché, parce qu'il y a aussi des questions culturelles, des questions de représentation, du rôle de la femme dans la société, etc. etc. Donc, on n'a pas tous les défauts du monde, hein, on en a déjà beaucoup. Mais si au moins on a réussi à intégrer un peu mieux. Et la dernière chose, c'est que... alors, je voulais revenir justement sur l'histoire des migrations et de la démographie, parce que là, c'est vraiment... Les questions migratoires sont extrêmement... sont la clé de beaucoup de choses. Et aussi bien en termes d'éducation que de rapport homme-femme, etc., etc. Au terme démographique, l'année 2015, pour la première fois, ça aussi, ça s'est passé assez inaperçu cet été, parce qu'il y avait effectivement d'autres événements qui captaient l'opinion. Pour la première fois en 2015, l'Europe, s'il n'y avait pas eu les migrants, l'Europe aurait perdu, la population européenne aurait diminué. Historiquement, c'est la première fois. C'est déjà le cas pour la Russie, c'est déjà le cas pour le Japon, mais pour l'Europe, ce n'était pas le cas. Et ce qui fait que l'Europe n'a pas perdu de population, c'est les migrations. On s'est rendu compte aussi que le taux de fécondité des nationaux augmente avec les migrants. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et en sens inverse, on a souvent l'idée que les migrants ont plus d'enfants que les nationaux. C'est absolument pas vrai, puisqu'un étranger, un migrant qui s'installe en France adopte on va dire le comportement démographique de la population du pays d'accueil. Donc là aussi, on est plein d'idées reçues, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que les migrants ont un impact positif sur le solde, sur le solde naturel démographique. Donc, voilà. Non, mais pourquoi est-ce que le taux de natalité des individus de souche augmenterait? C'est un constat par statistique. métissage On n'a pas d'explication. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas d'explication. On l'a constaté sur plusieurs pays européens. Et c'est comme pour la croissance économique. Ce sont des constats, il n'y a pas d'explication. Chers amis, il est 20h. Je sais que certains d'entre vous êtes là depuis 18h. Peut-être que ça fait un petit peu long. J'ai l'impression que nous pourrions continuer encore très longtemps. Est-ce bien nécessaire? Je crois qu'il y a un film qui démarre à 20h30 à l'Espace Carpeau, West Empire, suivi d'un autre qui s'appelle Nouveau Monde. Est-ce qu'il est temps de nous quitter? Jean-Christophe, Virginie, un dernier mot? Une conclusion, alors, les futurs du monde, Virginie? Écoutez, si on a choisi, parce qu'ils ne sont pas tombés du ciel, en fait, on en a fait 2 et on en a importé un, si je puis dire, parce qu'on a adopté un des 3 enfants est adopté. Si on a choisi d'avoir 3 enfants, ce n'est pas le hasard. C'est précisément parce qu'on a extrêmement confiance sur la possibilité que le futur soit ouvert et positif. Donc c'est... oui, mais ce n'était pas pour aider la démographie française. Hein. Pas du tout. Non, c'était parce qu'on ne voulait pas d'enfants uniques, on voulait... etc. Non, et parce qu'on a confiance, profondément. Moi, j'ai confiance. Ouais. Je vous remercie énormément. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous vos travaux. C'est toujours difficile de faire comprendre ce qu'est la prospective, hein, mais j'espère que ça nous a fait tous évoluer et avancer.